Mais pour qui tu te prends, à la fin? Prends tes affaires et dégage d'ici. Lui lança son mari, tandis que sa belle-mère souriait avec malice dans son dos. Le lendemain matin, en allumant la télévision, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Bonjour à tous, mes chers amis. Arrêtez ce que vous faites une minute. Je veux vous raconter une histoire qui vous aidera à voir vos proches d'un autre œil. Écrivez-nous d'où vous nous regardez. Avez-vous apprécié l'histoire? Mais pour qui tu te prends? Prends tes affaires et dégage d'ici. Hurla Julien, s'abattant sur Chloé comme un nuage d'orage. Ses yeux, qui jusqu'à hier la regardaient avec tendresse, lançaient maintenant des éclairs. La silhouette robuste de son mari, qui lui inspirait auparavant un sentiment de sécurité, lui semblait désormais menaçante. Derrière son large dos apparaissait Madame Monique, sa belle-mère, les lèvres fines pincées dans un sourire malicieux. Ce sourire disait tout: j'avais bien prévenu mon fils que tu n'étais pas une femme pour lui. La petite Manon, âgée de 6 ans, s'agrippa à la jambe de sa mère et sanglotait en silence, sans comprendre pourquoi papa criait ainsi. Son petit lapin en peluche préféré, usé par le temps et l'amour enfantin, pendait de sa petite main, frôlant presque le sol. Le visage de la fillette, parsemé de taches de rousseur sur son petit nez retroussé, se contracta de peur, et ses grands yeux noisettes se remplirent de larmes. Dans le petit appartement de 2 pièces, situé dans un grand ensemble HLM dégradé des années 70 en banlieue de Lyon, l'atmosphère était étouffante. C'est pour cela que la présence de la belle-mère, qui avait emménagé avec eux temporairement il y a 3 mois après une opération de la hanche, était perçue comme une pression constante. Ses affaires, lentement mais sûrement, avaient envahi l'appartement. Le vieux buffet en chêne avec la cristallerie taillée dans le salon, les napperons en crochet sur les accoudoirs du canapé, la collection de figurines en porcelaine sur l'étagère, les photos de parents encadrées au mur. Chloé sentait souvent sur elle le regard désapprobateur de Madame Monique. Le potage avait trop de sel, le linge n'était pas bien étendu, elle gâtait trop la petite. La belle-mère soupirait, pinçait les lèvres et entamait de longs discours sur la façon de tenir une maison, d'éduquer les enfants et de respecter son mari. De notre temps, ma fille, nous n'étions pas si libéraux. L'homme est la tête de la famille, mais la femme est le cou qui la fait bouger. Seulement, il faut savoir tourner, et pas n'importe comment. Mais aujourd'hui, tout était différent. Madame Monique ne soupirait pas et ne commençait pas ses sermons. Elle triomphait. « Julien, s'il te plaît, qu'est-ce qui t'arrive ?» Chloé essaya de rendre sa voix ferme, mais elle trembla. « Nous sommes une famille. Nous avons une fille. » Dans la petite entrée au papier peint fleuri, déjà usée, il y avait à peine de la place. Le vieux miroir, acheté lors de leur emménagement, reflétait le visage émacié de Chloé. 32 ans, mais j'en parais 40, pensait-elle le matin en observant les fines rides près des yeux et le pli entre les sourcils. Maintenant, dans ce miroir, elle voyait une femme effrayée, les cheveux châtains relevés en une queue de cheval négligée et les yeux rougis par les pleurs. La soirée avait commencé comme n'importe quelle autre. Elle était rentrée de son travail à la crèche, avait récupéré Manon des activités périscolaires et préparé le dîner. La petite dessinait sur la table de la cuisine pendant que Chloé épluchait des patates, quand la sonnette retentit. C'était Julien, qui ne devait rentrer que le lendemain. Il travaillait sur des chantiers à l'étranger, avec des tours de 2 semaines d'absence et 1 semaine à la maison. La joie du retour inattendu de son mari se transforma rapidement en anxiété. Le visage de Julien était impénétrable. Il donna à peine un baiser à sa fille et s'enferma dans la chambre avec sa mère. Une demi-heure plus tard, Madame Monique entra dans la cuisine et dit: « Nous devons parler. »« Quelle famille ?»« Tu parles. » Lâcha Julien avec mépris. Ses mains, rudes et gercées par le travail en plein air, étaient serrées en poing. « Ça fait 5 ans qu'on est mariés. »« Et pourquoi ? Pas d'appartement à nous, pas d'argent correct. Tu ne fais que te plaindre toute la journée que tu es fatiguée et que tu as mal à la tête. Maman a raison. Tu n'es ni une bonne maîtresse de maison, ni même une femme qui sait prendre soin de son foyer. » Chloé regarda son mari, perplexe. « Qu'est-ce que ça veut dire, que je ne suis pas une femme ? Que s'est-il passé pendant ces 2 semaines ? Où est-ce arrivé avant et ça éclate maintenant ?» Les pensées se bousculaient dans son esprit. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je t'ai fait quelque chose ?» Chloé essayait de comprendre pourquoi on la punissait ainsi. « Julien, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. On élève Manon. Je t'aime. » Dehors, une pluie froide de novembre crachinait. Les barres grises de la cité HLM s'enfonçaient dans la pénombre du soir. Au loin, on entendait la circulation et, dans l'appartement voisin, le son du téléviseur. Il diffusait La Roue de la Fortune.
Chloé pensa que ce matin même, tout avait été normal. Elle avait aidé Manon à s'habiller pour l'école, lui avait préparé un bol de céréales que la petite rechignait à manger, lui avait fait 2 tresses et avait mis un pansement sur son genou écorché. Puis elle était partie travailler. La routine habituelle, l'agitation matinale à la crèche, les cris des enfants, les parents mécontents, la sieste interrompue, un jus renversé et les collants filés d'une autre fillette du groupe des moyens. Son salaire de 950 € suffisait à peine pour les courses et les factures. Madame Monique apparut derrière son fils, arrangeant son brushing gris impeccable. Dans ses mains, elle tenait un carton usé d'un vieux téléviseur qui, pour une raison quelconque, était conservé en haut de l'armoire. Elle le posa sur le sol devant Chloé avec un bruit sec. « Allez, commence à mettre tes petites affaires. Pour débuter, ça suffira. Tu récupéreras le reste un autre jour. » La voix de sa belle-mère sonnait pratique, comme si elle réglait une affaire avec une locataire gênante. Il mettait à la porte la mère de son unique petite-fille. Chloé se souvint soudain de sa rencontre avec Julien. C'était à l'anniversaire de son amie Émilie. Une table commune, un saladier de Macédoine, une bouteille de mousseux et un radiocassette jouant un tube des années 90. Julien s'était assis à côté d'elle, lui avait demandé qui elle était et d'où elle venait, puis l'avait raccompagnée chez elle, même s'il vivait à l'autre bout de la ville. Le lendemain matin, il était arrivé en retard au travail, mais avait dit que ça lui était égal. 1 mois plus tard, il l'avait demandée en mariage. La noce fut modeste, dans la cantine de l'usine où travaillait la mère de Julien. 50 invités, le discours du directeur, des chansons à l'accordéon. Vive les mariés. Puis Manon est née. Les nuits blanches ont commencé, les coliques, les premières dents. Julien était fatigué du travail, stressé par l'argent. Parfois, il perdait son sang-froid, mais il se calmait vite et demandait pardon. Et puis sa mère s'était cassé la hanche et était venue vivre avec eux. « Maman, où est-ce qu'on va aller ?» demanda Manon à voix basse, levant ses yeux effrayés vers Chloé. La petite ne comprenait pas encore ce qui se passait, mais sentait que c'était quelque chose de terrible. À cet instant, Chloé sentit quelque chose se briser en elle. L'angoisse pour sa fille déplaça sa propre humiliation. Elle redressa le dos et, avec un calme et une dignité qu'elle ne se connaissait pas, dit « Très bien, Julien. Si c'est ce que tu as décidé, qu'il en soit ainsi. Mais souviens-toi de ce moment. » Elle vit quelque chose vaciller dans son regard. Peut-être un doute. Mais Madame Monique posa immédiatement une main sur son épaule, comme pour le pousser. Et Julien redevint dur et distant. « Je n'ai plus la force de voir comment tu maltraites mon fils, » siffla soudain la belle-mère. « Il fait tout pour toi et pour celle-ci, » dit-elle en désignant Manon de la tête. « Il travaille jour et nuit, à 3 endroits différents. Et toi ? Tu t'achètes des caprices et tu vas boire des cafés avec tes amis. » Chloé resta glacée, n'en croyant pas ses oreilles. De quel caprice et café parlait-elle ? Ses seuls bijoux étaient des boucles d'oreilles en argent que sa mère lui avait offertes pour son 18e anniversaire et son alliance. Et la dernière fois qu'elle était allée dans un café, c'était pour l'anniversaire d'une collègue il y a 1 mois, et elle était partie avant tout le monde car elle devait récupérer Manon chez une voisine. « Madame Monique, de quoi parlez-vous ? Quel caprice ?» Chloé regarda son mari, cherchant du soutien, mais Julien marmonna seulement avec un visage sombre. « Ne fais pas l'idiote, tu le sais très bien. » Madame Monique renifla. « Ah, quelle comédienne. Comme si on n'en avait pas vu d'autres comme toi. Tu crois qu'on ne peut pas vivre sans toi ? Mon Julien est un bon parti. Il y a Sylvie, du 3e, qui demande toujours de ses nouvelles. Et elle a son propre appartement et sa voiture, pas comme certaines qui vivent au crochet des autres. » Chloé ne répondit pas. Elle sentit une fatigue si profonde qu'elle eut l'impression d'avoir vieilli de 10 ans d'un coup. Une douleur sourde s'installa dans sa poitrine et ses tempes palpitaient. Discuter davantage était inutile. Elle s'approcha de l'armoire et commença à sortir des vêtements. Les petites robes et collants de Manon, des chaussettes épaisses et des moufles, des pulls et un bonnet. La petite l'observait avec des yeux effrayés, ne comprenant pas pourquoi sa mère mettait sa robe préférée dans cette horrible boîte. Chloé rassembla rapidement l'essentiel. Les papiers, des vêtements chauds pour Manon, quelques-uns de ses propres vêtements, des médicaments. Elle plaça avec soin l'album photo qu'elle constituait depuis la naissance de sa fille sur le dessus. La poupée de Manon et une paire de livres rentrèrent à peine. « Manon, chérie, prends les peluches que tu veux emporter, » dit Chloé avec le plus de calme possible, bien qu'à l'intérieur tout se retournait en pensant qu'elle disait cela à sa fille. Manon regarda, déconcertée, son coin de chambre. Tout un zoo de peluches l'observait avec leurs yeux de verre. Des ours, des lapins, des éléphants, des petits chiens offerts aux anniversaires, à Noël, pour avoir été sages ou juste comme ça. Tous,
demanda la petite à voix basse. Non, ma vie, seulement tes préférés. Les autres, on les prendra plus tard. Ces mots coûtèrent à Chloé un effort surhumain. Elle savait que ce plus tard pourrait ne jamais arriver. Julien marchait nerveusement dans la pièce, regardant sa montre, comme s'il avait un rendez-vous important et qu'elle le retardait. Madame Monique était debout, les bras croisés, observant la scène avec une satisfaction non dissimulée. Maman, et mes dessins? Et où est-ce qu'on va vivre? Manon regardait sa mère avec les yeux grands ouverts. Chloé s'approcha de l'étagère et prit le bloc à dessin où elle gardait les œuvres d'art de Manon. Des fleurs, un soleil, une petite maison avec une cheminée d'où sortait de la fumée, et un dessin de maman, papa et Manon se tenant la main. Tout ira bien, chérie. Chloé lui caressa la tête, essayant d'insuffler dans ses mots une assurance qu'elle ne ressentait pas. Tu te souviens de tante Émilie? Nous irons chez elle. Elle nous attend. C'était un mensonge. Chloé n'avait pas prévenu son amie, mais à ce moment-là, à 22h, avec une enfant et un carton, elle n'avait pas d'autre choix. Julien restait les bras croisés, regardant ailleurs, comme si l'adieu à sa fille ne le concernait pas. Sa silhouette massive, vêtue d'un pull usé et d'un vieux jean, semblait étrangère et inexpugnable. Chloé réalisa qu'elle ne connaissait absolument pas cet homme avec qui elle avait vécu 8 ans. Au fond de son cœur, elle nourrissait un petit espoir qu'il se ravise, qu'il les retienne, qu'il dise que tout cela était une bêtise, un malentendu. Mais Julien garda le silence. Madame Monique ouvrit la porte d'entrée, faisant comprendre sans équivoque que la conversation était terminée. Du palier arrivait un courant d'air froid et une odeur d'humidité. « Papa, tu viendras nous voir ?» Manon s'approcha de son père, mais il recula d'un pas comme s'il craignait d'attraper quelque chose de dangereux. « Va avec ta mère, Manon. On verra » lâcha-t-il en se détournant. Dans sa voix, Chloé crut percevoir quelque chose ressemblant à du regret, mais peut-être voulait-elle seulement le croire. Madame Monique poussa sa petite fille vers la porte. « Allez, allez, ne retarde pas les adultes. Ta mère a déjà dit que vous alliez chez la tante Émilie. » Le palier les accueillit avec une odeur de chou bouilli et la lumière tenue d'une ampoule mourante. La porte se referma dans leur dos avec un claquement assourdissant, comme pour mettre un point final à leur vie d'avant. Chloé resta sur le palier avec le carton dans les mains, sa fille collée à elle et la sensation que le sol se dérobait sous ses pieds. Dans sa poche, elle avait 200 €. Toutes ces économies qu'elle gardait pour des bottes d'hiver pour Manon, mais maintenant, c'était tout l'argent qu'elles avaient pour vivre. Dehors, il tombait une pluie qui se transformait en neige fondue. La petite gare de TR était à 20 minutes de marche. Les murs du hall d'entrée, couverts de graffitis et de symboles étranges, l'oppressaient. L'odeur de chat et d'humidité lui donnait la nausée. Sous l'escalier, il y avait des bouteilles de bière vides et des mégots. Chloé pensa qu'il y a peu, elle se plaignait des adolescents qui se réunissaient là, mais maintenant, cela lui était égal. L'important était, que faire maintenant? Où aller? Manon sanglotait en silence, serrant son lapin en peluche. Maman, et si papa changeait d'avis? Et si mamie nous laissait rester? Chloé respira profondément, essayant d'avaler la boule qu'elle avait dans la gorge. Elle ne pouvait pas s'effondrer. Elle devait être forte pour sa fille. Allons-y, ma petite. Chloé prit sa fille par la main. Un grand voyage nous attend. Et tu sais quoi, tout va bien se passer, je te le promets. Elle ne croyait pas à ses propres mots, mais elle devait les dire. Pour Manon, pour elle-même, pour la vie qu'elles allaient devoir reconstruire. Lentement, serrant le carton avec ses affaires et tenant fermement la main de sa fille, Chloé commença à descendre l'escalier délabré vers l'inconnu. En sortant du hall, Chloé s'arrêta un instant, ne sachant quelle direction prendre. La pluie redoublait, se transformant en un grésil piquant. Le vent de novembre ébouriffait ses cheveux sans pitié et s'infiltrait sous sa veste fine. Elle avait oublié son bonnet, mais revenir était impossible. Ce serait comme admettre la défaite. Le lourd carton fatiguait ses bras et Manon, la main libre fourrée dans la poche de son manteau, essayait de ne pas pleurer. « Maman, et si on rentrait à la maison? Je dirais à papa que je serais très sage et que j'aiderais mamie. Je mangerais même ma soupe. Pour de vrai. » La voix de l'enfant tremblait de froid et de chagrin. Chloé posa le carton sur un banc près de l'entrée et s'accroupit face à sa fille, la regardant dans les yeux. Le visage de Manon était mouillé par la pluie et les larmes. Son petit nez retroussé était rouge, et sous son bonnet de laine, dépassaient des mèches rebelles de cheveux châtains. « Ma vie, ce n'est pas de ta faute. Tu n'as rien fait de mal. C'est juste que parfois, les grandes personnes ne peuvent pas vivre ensemble. Mais toi et moi, nous serons toujours ensemble, je te le promets. Et maintenant,
nous devons arriver chez tante Émilie. Tu te souviens que nous sommes allés à son anniversaire en été? Elle avait un petit chat très drôle qui s'appelait Kiko. Manon sourit faiblement au souvenir du chaton roux qui poursuivait un morceau de papier. Ce sourire donna des forces à Chloé. Elle se leva, prit le carton et marcha avec décision vers la petite gare de TR, située au bout de la zone résidentielle. Les cours intérieures étaient mal éclairés. Les lampadaires fonctionnaient par intermittence, teignant les flaques d'un jaune morne. D'une fenêtre entr'ouverte du premier étage parvenait la voix d'un chanteur célèbre, Mourir d'aimer. Chloé sourit avec amertume, pensant à quel point la chanson était pertinente pour sa situation. Le quartier était ancien, construit dans les années 70. Des blocs de 5 étages, des peupliers, des aires de jeu avec des balançoires tordus et des tourniquets rouillés. 20 ans plus tôt, la vie bouillonnait ici. Il y avait une usine où travaillaient la plupart des voisins, un cinéma où l'on passait les nouveautés le week-end, un centre culturel avec des ateliers pour enfants et adultes. Maintenant, l'usine avait fermé. Le cinéma était devenu un magasin d'électroménager et le centre culturel abritait un supermarché d'une grande chaîne. « Maman, j'ai froid », se plaignit Manon en se serrant davantage contre sa mère. Chloé s'arrêta, posa le carton au sol et en sortit un anorak plus épais pour la petite. Elle l'aida à se changer là, dans la rue, essayant de ne pas mouiller les vêtements. Dans son sac, elle trouva de vieilles moufles qui n'étaient pas à sa taille, mais elle n'était pas en position de choisir. « Tiens bon un peu, ma puce. Nous allons bientôt monter dans le train et il fera chaud. Et ensuite nous arriverons chez tante Émilie. Elle nous donnera un chocolat chaud avec des biscuits. » Le chocolat chaud était le point faible de Manon. Elle aimait tellement ça qu'elle pouvait manger la tablette entière si on ne la surveillait pas. Chloé se souvint comment, dans la maison de campagne de sa belle-mère, elle ramassait des mûres et faisait ensuite de la confiture. C'était il y a 3 ans. Madame Monique la traitait encore avec normalité. À l'époque, elle lui apprenait à faire des conserves, lui expliquait comment devait être une bonne maîtresse de maison. Une femme, ma fille, doit savoir prendre soin de son mari, de ses enfants et de son garde-manger. Le potager était la fierté de sa belle-mère. Elle y cultivait de tout, des pommes de terre au raisin. Des jardins ouvriers séparés par des allées en briques, une maisonnette coquette avec un porche, une petite piscine que Julien avait construite de ses propres mains. Les week-ends, toute la famille avait l'habitude d'y aller. Julien s'occupait des tâches d'homme. Chloé aidait sa belle-mère au potager et Manon, qui était alors toute petite, poursuivait les papillons et mangeait des groseilles directement sur l'arbuste. Le soir, il buvait des infusions sous le porche, écoutait une vieille radio et regardait les étoiles. Le souvenir fut interrompu par le klaxon d'une voiture. Chloé sursauta et serra plus fort la main de Manon. Elles étaient presque arrivées à la petite gare de TER, isolée sous la pluie battante qui rappelait celle de Normandie. L'abri vitré du quai était couvert de graffitis et de publicités. Achat or, voyante Maria, résout tous vos problèmes. Recherche personnelle de nettoyage, loue chambre à femme seule sans mauvaise habitude. Cette dernière annonce attira l'attention de Chloé. Elle arracha le petit papier et le garda dans sa poche. On ne sait jamais. Sous l'abri, une vieille dame avec un manteau usé et un bonnet de laine était assise, serrant un sac contre elle. En voyant Chloé avec l'enfant et le carton, elle se décala pour lui laisser de la place sur le banc. « Asseyez-vous, mes belles. Avec une petite, il ne faut pas rester dans le froid. » La vieille dame parlait avec un accent chaleureux. Chloé hocha la tête avec gratitude et s'assit, laissant le carton à ses pieds. Manon se blottit aussitôt contre sa mère pour se réchauffer. La vieille dame les observait avec intérêt, mais ne posa pas de questions, chose que Chloé apprécia énormément. « Vous attendez le dernier train ? Celui qui va au centre ne passe plus à cette heure-ci, il ne reste que la navette, » dit finalement la vieille dame en sortant un sandwich enveloppé dans du papier journal. Chloé se figea. Elle n'avait pas pensé aux horaires. Évidemment, à cette heure-ci, il n'y avait plus de ligne directe vers le quartier où vivait Émilie, et avec la navette, elle n'y arriverait pas. « Et pour aller au quartier de la gare centrale ? » demanda Chloé avec un filet d'espoir. La vieille dame secoua la tête. « Pour la gare centrale, seulement avec une correspondance au centre, et la station est déjà fermée. » « Vous ne le saviez pas ? C'est qu'un imprévu est survenu. » Chloé ne sut que répondre. La situation devenait désespérée. Il faisait froid. Son argent ne suffirait pas pour un taxi. De leur banlieue jusqu'au quartier d'Émilie, il y avait au moins 30 kilomètres. Elle n'avait nulle part où passer la nuit. Elle ne connaissait personne dans le coin. « Et vous, où allez-vous » s'intéressa Chloé. « Moi, à mon tour de nuit à la boulangerie industrielle. Je fais quelques heures de ménage, avec la retraite ça ne suffit pas,
et comme ça je gagne un peu d'argent en plus. En plus, ils nous donnent du pain du jour, bien bon. Soudain, une idée folle traversa l'esprit de Chloé. Et ils n'ont pas besoin de monde à l'usine? La vieille dame la regarda avec intérêt, comme si elle l'évaluait. On a toujours besoin de monde, mais ça paye peu et le travail est dur. Tu cherches quelque chose? Oui. Ma fille et moi avons besoin d'un endroit où rester en attendant que ces mauvais temps passent. La vieille dame hocha la tête avec compréhension, sans poser plus de questions. Dans ses yeux bleus délavés, on lisait la compassion. Je m'appelle Marie, se présenta-t-elle en lui tendant la main. Chloé, et voici ma fille Manon, répondit Chloé en serrant cette main sèche et travailleuse. Eh bien écoute, Chloé, je peux te recommander à notre chef d'équipe. Nous avons une résidence pour les travailleurs à côté de l'usine, avec de petites chambres. Les salles de bain sont partagées, c'est vrai, mais c'est un toit. Et pour le travail, je suis sûre que Stéphane trouvera quelque chose. C'est un homme bon. Peut-être qu'il pourra te placer à la cantine ou au conditionnement. Chloé n'en croyait pas sa chance. Il y a un instant, elle se préparait mentalement à passer la nuit dans une gare, et soudain apparaissait ce cadeau du ciel. Manon commençait déjà à piquer du nez, appuyée sur l'épaule de sa mère. Marie, je ne sais pas comment vous remercier. Allez, ma fille. J'en ai bavé aussi quand j'étais jeune. Je sais ce que c'est. Je me suis aussi séparée de mon mari quand ma fille avait 5 ans. Il buvait beaucoup, levait la main. J'ai cru que c'était la fin du monde, mais regarde, je m'en suis sortie. Maintenant ma fille vit à Bordeaux. Mes petits-enfants sont déjà grands. La vie, c'est comme un zèbre, tu sais. Une rayure noire, une rayure blanche. Maintenant c'est la noire pour toi, mais la blanche viendra. À ce moment-là arriva la navette, un vieux taco au siège abîmé et aux vitres embuées. Marie aida Chloé avec le carton et Manon, désormais tout à fait réveillée, regardait avec curiosité sa nouvelle connaissance. « Mamie, à la boulangerie, ils font des viennoiseries ?» demanda-t-elle en montant dans le bus. « Bien sûr, ma petite. Les meilleurs croissants et pain au chocolat. Et je pourrais en goûter? Eh bien, si ta maman obtient du travail avec nous, c'est sûr que oui. » Chloé regardait Marie avec gratitude. C'est seulement maintenant qu'elle commençait à assimiler ce qui s'était passé. Son mari l'avait mise à la porte. 8 ans de relation terminés en une seule nuit. Devant elle, l'incertitude totale, mais elle avait sa fille à ses côtés, qu'elle devait protéger et pour qui cela valait la peine de se battre. Et il semblait que le destin leur avait envoyé la première bonne personne sur leur chemin. Le bus démarra, les éloignant de leur vie d'avant. Par la vitre défilaient des rues connues, des magasins, l'école où Manon commencerait le CP l'année prochaine. Maintenant, tout cela était derrière. « Marie, c'est loin la résidence ?» demanda Chloé en installant le carton sur le siège d'à côté. « Environ 20 minutes. C'est dans la zone industrielle. Ce n'est pas le plus beau quartier. Bien sûr, mais tu ne payeras pas beaucoup non plus. Environ 150 € par mois si tu y vas avec la petite. » Chloé calcula mentalement ses économies. Les 200 € qu'elle avait suffiraient pour payer le premier mois et pour la nourriture la plus basique. Si elle obtenait un travail, peut-être pourrait-elle tenir jusqu'à trouver mieux. Manon s'endormait déjà à nouveau, appuyée sur sa mère. La journée avait été longue et dure. Chloé lui caressait les cheveux, tout en regardant l'obscurité à travers la vitre. Les pensées se mélangeaient. Elle essayait de comprendre ce qui s'était passé, pourquoi Julien avait changé si brusquement. Sa belle-mère l'avait-elle monté contre elle? Ou y avait-il une autre raison? Peut-être une autre femme. Cette idée lui oppressa le cœur, mais elle s'obligea à penser logiquement. Ce n'était pas le moment pour les sentiments. Elle devait se concentrer sur l'obtention d'un toit et de nourriture pour elle et sa fille. « Écoute ma belle, je vais te dire une chose claire, » interrompit Marie dans ses pensées. « Ne te blâme pas et ne pense pas à ce qui a été. Pense à ce qui sera. Ma colocataire à la résidence, Tamara, qui est institutrice à la retraite, dit toujours.